ce matin où vous êtes réunis donc au campus Région du numérique pour pouvoir bénéficier du retour de l'analyse stratégique qui a été faite sur la sous-traitance automobile. J'en profite pour remercier Cara qui pilote cette étude et puis aussi la Banque des Territoires qui la cofinance avec nous et je pense que c'est important dans cette période-là qu'on est en train de vivre, notamment sur nos sujets industriels, d'avoir la chance de bénéficier de Cara avec son expertise et d'avoir pu s'associer à la Banque des Territoires pour permettre cette analyse et en tout cas ce qui va en découler juste après cette matinée de travail. L'idée évidemment de cette analyse, elle nous est pas venue par hasard, elle est venue d'abord des sollicitations qu'on a eues de l'ensemble de nos partenaires et puis aussi de l'annonce de la fin des moteurs thermiques, dont on sait que ce sera une vraie difficulté pour nos entreprises en région. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a 65 000 emplois qui sont de la sous-traitance directe de l'automobile. C'est à peu près 20% de la sous-traitance nationale. Ça veut dire que cette fin du moteur thermique, c'est une vraie préoccupation pour nous parce qu'on a beaucoup de métiers qui sont pris en compte dans cette sous-traitance. On a évidemment le décolletage, on a la fonderie, la forge ou l'emboutissage pour ne citer que, mais ce sont des territoires entiers. Je pense évidemment au décolletage en Haute-Savoie, mais pas que, qui travaillent sur l'automobile et pour lesquels on a un besoin de savoir comment fonctionner, comment leur permettre et les accompagner sur la diversification qui va être la leur. C'est l'idée de cette analyse qui est d'abord à identifier les bassins d'emploi concernés. Il nous a semblé utile d'avoir une sorte de cartographie pour savoir de quel territoire on parlait, de quelle densité finalement d'entreprise on parlait. Ensuite, une proposition de diversification. J'imagine qu'évidemment, vous en avez déjà, vous aussi, vous y avez déjà pensé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de confronter à la fois ce que vous avez mis en œuvre et ce qui est proposé dans cette analyse. Et puis ensuite, une proposition de différentes actions à mener avec nos entreprises, évidemment avec le soutien des pouvoirs publics, pour nous permettre d'être en capacité demain, soit de vous aider sur de la recherche et de l'innovation, soit vous aider dans des sujets de diversification, soit vous accompagner dans des investissements pour trouver de nouveaux marchés et passer, on va dire, cette mutation contrainte aujourd'hui dans un délai qui est très court. C'est vraiment l'intérêt de cette analyse et elle n'aura que d'intérêt si vous nous dites ce que vous en pensez vraiment et que vous puissiez sortir de cette matinée en notant des pistes d'action qui vous semblent utiles ou pas. Il est aussi très possible d'envisager que ces pistes qui sont proposées ne vous conviennent pas. L'idée, c'était vraiment de faire un point, qu'on parte tous de la même étude et du même document, on va dire, de travail et qu'on puisse sortir dès cet après-midi avec différentes pistes que chacun, évidemment, prendra à son compte suivant les responsabilités qui sont les nôtres. C'est l'ambition de cette matinée, avec les différentes tables rondes et puis la présentation qui va vous être faite à la suite par tous nos partenaires sur cette analyse. J'espère qu'elle vous sera utile et que les échanges que vous pourrez faire permettront de sortir avec deux, trois, on va dire, idées ou en tout cas visions qui seront les nôtres pour permettre cette mutation sur la fin du moteur thermique et trouver une diversification utile à nos entreprises, notamment sous-traitantes dans les métiers de l'automobile. C'était juste le mot d'introduction que je voulais faire sur ces sujets. Vous dire qu'évidemment, cette analyse qu'on finance et qu'on conduit avec la Banque des Territoires, ce n'est pas un aboutissement, c'est que le début du travail et qu'avec Cara, on sera évidemment à vos côtés pour poursuivre ces travaux dans les années qui viennent. Je vais laisser du coup la parole aux autres intervenants pour qu'on puisse poursuivre cette matinée en vous remerciant à nouveau de votre présence. Merci beaucoup, Madame Pernaut. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Bulcard de la Banque des Territoires qui, du coup, cofinance cette analyse aux côtés de la région. Bonjour à tous. Donc oui, Eric Bulcard, moi je travaille à la Banque des Territoires. En tout cas, merci à la vice-présidente de la région, puis à Cara de nous avoir invités pour l'institution de cette étude. Elle est importante pour nous parce qu'en fin de compte, on travaille, nous, alors on n'était pas forcément reconnu comme un acteur, un opérateur industriel qui vient aider l'industrie. On l'est depuis 3 ans avec le programme Territoire d'industrie. Cette étude, elle est d'autant plus importante pour le groupe Caisse des dépôts. Dans le groupe Caisse des dépôts, c'est à la fois la Banque des Territoires, mais c'est aussi BPI, que tout le monde connaît. Dans la mesure où, effectivement, nous, on se prépare effectivement
à pouvoir accompagner après, la vice-présidente l'a dit, il y a un diagnostic qui est posé, les secteurs des entreprises, des secteurs d'activité, je dirais des postes aussi qu'il va falloir anticiper. Donc pour accompagner ce changement, on est, on va dire, nous, opérationnels. C'est-à-dire qu'on a la capacité effectivement d'intervenir et d'accompagner à la fois en formation. Alors on le fait déjà avec la région, je pense que je fais une petite aparté très rapide parce qu'on a démarré avec la région là, un programme ingénierie de formation qui justement prépare ces formations, qui peut préparer ces formations au niveau de l'industrie. Donc ça a démarré le mois dernier et donc c'est un appel à projet qui court pendant 2 ans. Donc il y a une enveloppe de 11 millions qui est à la fois partagée entre la région et l'État, dont on est, nous, le gestionnaire. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect formation. Après, effectivement, il y a tout ce qui est innovation, investissement et préparation, je dirais, à la fois dans les esprits, parce qu'il y a quand même un virage à 180 degrés à opérer là, pour l'industrie de mobilité et l'industrie automobile. Et donc, voilà, il y a un certain nombre d'outils qu'il va falloir se saisir. Donc, cette transformation, c'est à la fois je dirais, ça peut susciter des craintes, mais ça peut aussi apporter des opportunités pour nous tous. Voilà, donc il faut s'y préparer. Et je pense que cette étude qui anticipe un peu le mouvement est la bienvenue là aujourd'hui. Elle est dans le bon timing, dans le bon mouvement. Et voilà, je laisse la place ensuite à la préparation, enfin à la présentation de cette étude. Je remercie encore Hélène Fantinetti qui a été là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte, hein. Et puis merci à elle d'avoir suivi ce travail avec KPMG, en fin de compte, hein. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, je vais passer la parole à Thomas Prieur, donc le DG de Cara. Et je vais aller assez vite. Ça marche. Je vais aller assez vite. D'abord, je vous remercie tous d'être présents. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par la vice-présidente ou juste maintenant. Effectivement, la transition, l'évolution du secteur, la digitalisation, la décarbonation, tout ça, c'est des enjeux qui impactent vos entreprises. Nous, Cara, pôle de compétitivité, le but de notre structure, c'est de faire collaborer les entreprises entre elles pour être compétitives par l'innovation et par des projets. Donc, on est une structure à votre service. Je pense que 90% d'entre vous êtes membres de Cara, et si vous ne l'êtes pas, venez nous voir à la sortie. Mais en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans vos projets, de créer les connexions, de trouver les expertises, de trouver les ressources pour faire en sorte que vos projets se mettent en œuvre. Cara est assez fière d'avoir suivi cette étude, d'avoir piloté cette étude. On co-anime la cellule auto-régionale depuis 2019 avec la région, avec la DRETS, avec l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour vraiment être au plus près des besoins et suivre ça. On sait aussi que cette étude fait suite à une étude qui avait été menée par la PFA avec Alix Partner sur les enjeux de la filière, où on voit qu'il y aura des très très gros impacts. Donc c'est un sujet important. Et je laisse la parole tout de suite à KPMG pour nous présenter du coup le résultat du travail, le résultat des enquêtes, des entretiens, et puis à travers des tables rondes, présenter un peu les enjeux de la filière auto en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand défi parce qu'on m'a demandé de prendre quelques minutes pour restituer une partie de l'étude. Et on m'a dit l'important, c'est que les acteurs présents puissent réagir. Donc, je vais être assez rapide et je vais vous montrer en quelques mots quels étaient les objectifs de l'étude et quelles sont les grandes conclusions de la phase de diagnostic. Alors, quand on a commencé cette mission, c'était à la fin du premier trimestre 2022. On a défini 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de réaliser un diagnostic de la filière en région. Donc, interroger des acteurs pour comprendre quelles étaient les forces, les faiblesses, les menaces, mais aussi comprendre les besoins d'accompagnement qu'ils avaient, leurs attentes. À la fin de cette phase de diagnostic, on a identifié des axes de travail. Et notre analyse nous a conduit, vous verrez tout à l'heure, à identifier des axes. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de balayer toutes les actions concrètes, on pourrait y passer une journée, mais on en a listé un certain nombre et on les a regroupés par grands axes de travail. Et ce sera intéressant, bien sûr, de vous faire réagir sur ces axes. Et puis, il y a un troisième objectif qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la projection emploi. Alors, la projection emploi, ce qui nous a été demandé, c'est de cartographier l'emploi de la filière en région. Donc, le positionner sur une carte, quand on dit cartographier, le positionner par sous-filière, c'est-à-dire savoir non seulement combien j'ai d'emplois sur telle zone d'emploi qui sont liées à la filière, mais aussi
sur quelles sous-filières sont-ils placés. Et puis, on nous a demandé de les projeter dans le temps. Quel va être l'impact sur ces sous-filières de la transition électrique? Et là, en croisant les deux, ça donne à la fois une lecture qui est une lecture chaîne de valeur, mais ça, c'est une lecture effectivement que d'autres études avaient déjà. Telle sous-filière va être impactée à tant de pourcents. Alors, on peut discuter des pourcentages, mais cette vision-là, on l'avait déjà. Mais surtout pour la région, ce qui était intéressant, c'est de la voir à la maille géographique. C'est-à-dire que ça permet de voir quelles zones d'emploi vont être impactées. Et derrière l'impact emploi sur une zone, il y a deux questions. Il y a le fait d'être plutôt dans les verts ou plutôt dans les rouges. Est-ce qu'on a plutôt de l'emploi lié à la filière qui va croître ou qui va décroître? Et il y a surtout l'écart type. Est-ce que finalement, est-ce que à risque emploi équivalent, est-ce que c'est un petit plus et un petit moins, ou est-ce que je vais avoir des centaines de destructions d'emplois sur ma zone d'emploi et des centaines de créations, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis, ce qui nous a été demandé en quatrième objectif, c'est de nous projeter sur une zone d'emploi. Et la question que nous a posée les sponsors, c'est, eh bien, une fois que vous aurez fait cette analyse, imaginons qu'on en sélectionne 1, 2, 3 pour lancer une initiative, eh bien, proposez-nous une méthodologie d'action. Par quoi il faudrait commencer? Dans quelle direction on pourrait aller pour accompagner un bassin? Donc ça, c'était les 4 objectifs principaux de l'étude. Si on revient sur le diagnostic, alors, la partie diagnostic qu'on a conduite, qu'on a commencé au deuxième trimestre, elle a d'abord consisté à écouter les acteurs de la filière. Parce que faire un diagnostic sans écouter les acteurs, ça donne en général des résultats qui sont assez déconnectés de la réalité. Donc, on a réalisé des entretiens avec certains d'entre vous. On a passé 1 heure avec 46 personnes de la filière en région. Et on a essayé d'être le plus représentatif possible. Donc, des équipementiers, des constructeurs, des gens du domaine de l'enseignement, de la formation, etc. Vous voyez les logos ici. Ces entretiens, on les a conduits de façon confidentielle, c'est-à-dire qu'on a expliqué aux sponsors que pour faire un diagnostic objectif, il ne fallait pas que les sponsors soient présents aux entretiens, parce que les acteurs qu'on interroge, sinon, ne sont pas aussi libres. Et on a évoqué 5 thèmes pendant cette heure d'entretien avec tous les acteurs. Le premier thème, c'est l'analyse d'impact sur les tendances qui aujourd'hui révolutionnent l'automobile. Donc là, on a échangé avec les acteurs sur l'impact pour leur activité, leur perception des risques et des menaces, de l'électrification, mais on a aussi parlé, puisque c'est d'actualité, on a aussi parlé de la hausse du coût matière, etc. Ça, c'était le premier grand thème. Le deuxième thème, on a parlé d'attractivité. Donc l'attractivité, d'abord, comment il a positionné en valeur relative, l'attractivité de la région, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus pour que la région soit plus attractive. Ensuite, on a échangé sur les bonnes pratiques d'animation de la filière. On a évoqué la façon dont la filière est animée, la façon dont le support au quotidien est prodigué aux acteurs. Le quatrième thème, il était autour de la diversification. Là, on a partagé avec eux d'abord autour des initiatives qu'ils avaient déjà prises. Quelles étaient les initiatives qu'ils avaient engagées, avec succès ou pas, que ce soit du early stage ou que ce soit très abouti. Et puis celles aussi qu'ils voient comme des opportunités qu'ils n'ont pas encore adressées. Et quel type de support de quel type de support ils auraient besoin pour y aller. Et puis on a parlé d'un 5e thème, qui est autour des enjeux, autour de la formation, la reconversion et des sujets qui sont liés effectivement à emploi, formation et reconversion de certains métiers. Alors, pour faire très rapide, qu'est-ce qu'on retire de cette étude en quelques points? Il y a des choses qui sont absolument évidentes. Si je vous dis que parmi les forces de la région, il y a sa situation géographique et qu'elle est extrêmement bien placée, vous n'allez absolument rien apprendre. Le tissu industriel de la région, la vice-présidente en a parlé, c'est un des plus denses de France. Et sur la filière, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a une quantité d'entreprises, il y a aussi une qualité avec des entreprises qui sont leaders ou qui sont locomotives sur leur sous-filière. Et il y a aussi, en fait, un tissu industriel qui est hors de la mobilité. Donc ça veut dire que ça ouvre des opportunités à la fois de collaboration, mais aussi de diversification.
Et puis un troisième point qui est noté par un certain nombre d'acteurs, c'est la qualité du réseau d'établissements supérieurs et qui permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et comme en plus on a une région qui est plutôt attractive, les gens qui étudient en région sont plutôt enclins à y rester. Alors, en un mot sur les points qui ont été notés comme des faiblesses. Il y a deux choses que je voulais souligner aujourd'hui, que je voulais partager, et l'intérêt, ce sera de faire réagir les entreprises dessus. Mais le premier, d'une part, c'est le fait d'avoir un axe de développement qui soit communiqué en interne et en externe. Quand on pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les problématiques autour de la mobilité, on pense à l'hydrogène, parce que ça fait longtemps, parce qu'il y a eu de la communication dessus. En revanche, on n'a pas d'autres illustrations d'une stratégie régionale, d'un cap, que ce soit dans la diversification ou qui soit affirmé, communiqué. Et quand on a discuté avec des acteurs qui étaient présents dans la région et en dehors de la région, on a effectivement cette coloration. Si on l'associe à quelque chose, on part en mots-clés, on a l'hydrogène qui ressort. La deuxième chose, peut-être un point qui va être intéressant à discuter aussi tout à l'heure, c'est le soutien de la région à l'industrie, il est très fort. Parce que la vice-présidente l'a rappelé, il y a des enjeux emploi, il y a un tissu qui existe. Mais ce soutien à l'industrie d'une façon générale, dans un certain nombre de cas, il n'est pas adapté à la mutation de l'automobile. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'automobile, il y a une urgence calendaire qui est beaucoup plus forte, sans doute, que dans d'autres industries. Et surtout, parce que l'automobile, aujourd'hui, requiert un soutien qui est spécifique. C'est non seulement il y a une urgence, mais en plus, la nature du soutien n'est pas tout à fait la même que celle que requièrent d'autres industries. Et puis, pour finir rapidement sur les menaces et les opportunités, je ne vais peut-être pas toutes les lister. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une maturité très variable d'une entreprise à l'autre sur les sujets de diversification et sur les sujets d'exposition au risque. Et ce sujet, il n'est pas lié à la taille. Il y a des grandes entreprises qui sont aujourd'hui très, très dépendantes du véhicule thermique et des petites qui sont déjà beaucoup plus diversifiées. Et puis, un mot peut-être sur les opportunités. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais le tissu industriel dans la mobilité et hors mobilité, il ouvre des possibilités de diversification. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une prise de conscience par la région, par les acteurs qui soutiennent cette étude et qui sont prêts à soutenir l'entreprise, de cette urgence. Et ça, on le sent. Donc, il y a une envie d'accompagner. Ça, c'est très clairement quelque chose qui est ressorti de l'étude. Alors, pour conclure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on ne va pas lister toutes les. On a listé un certain nombre d'actions concrètes sur chacun de ces thèmes-là. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est juste les chapeaux, les thèmes d'action qu'on a identifiés. Et on en a listé 6 axes de travail. Le premier autour de la collaboration. Alors, pourquoi la collaboration? Parce que vous savez que historiquement, pour le dire simplement, la filière automobile est quand même très peu solidaire. On a des acteurs qui sont dans des relations très verticales et qui sont pas du tout dans une stratégie de filière orientée partenariat, on va dire. Et en fait, l'urgence de la transition, elle exige de repenser les modes de collaboration. Développement de nouvelles filières. Donc là, on a quand même un rôle très important des acteurs de la filière, des animateurs, pour fédérer les entreprises autour de quelques axes et pour éviter, pour le dire autrement, que les stratégies locales partent dans des directions complètement orthogonales, parce qu'on n'aurait pas la taille critique. La diversification, je l'ai dit, il y a une maturité très différente des entreprises et il y a un besoin d'accompagnement pour aller dans la diversification de façon rationnelle, pour dérisquer la diversification. La conviction qu'on a sur la filière, c'est que souvent, les entreprises de diversification sont le fruit d'opportunités ou d'intuitions plutôt que d'analyse stratégique. Les compétences, ça vous le vivez tous les jours, il y a des besoins considérables, on le verra tout à l'heure quand on parlera de l'impact emploi. Il y a des milliers d'emplois qui vont être détruits, il y a des milliers qui vont être créés. Ça donne des enjeux de reconversion qui sont probablement inédits. Et puis, sur la communication, ça, j'ai dit un petit mot tout à l'heure, mais aujourd'hui, la filière mobilité, elle requiert une affirmation du soutien, non seulement à l'échelle de la région, pour les acteurs qui sont locaux, mais aussi pour avoir une communication vers l'extérieur qui est très claire. C'est-à-dire, est-ce que la région se positionne
comme une région d'avenir autour de la mobilité, oui, et donc nos axes stratégiques sont ceci, ceci et ceci. Et ça, c'est le fait de communiquer vers l'extérieur, ça a un effet à la fois, j'allais dire, convergent pour les acteurs internes, puisqu'ils connaissent la direction et les spécialisations qui sont engagées, et ça a un effet attractif pour les acteurs qui sont à l'extérieur, parce que ça donne une lisibilité sur la communication et sur la stratégie de la région. Et puis, et j'en ai terminé, il y a un autre sujet qui est fondamental et qui est un peu transverse et qui nous est apparu comme un besoin très fort, c'est tous les enjeux au sens large autour de la neutralité carbone. Il y a une pression de la filière, avec la prise en compte des différents scopes, il va y avoir une pression des donneurs d'ordre, etc. Et là, la plupart des acteurs sur des sujets comme ceux-ci sont un peu démunis, pour le dire comme ça. C'est très compliqué d'aborder le sujet, c'est très compliqué de comprendre les enjeux. Et là, il y a un besoin très fort d'accompagnement parce que les entreprises, petites, moyennes, évidemment les très grosses beaucoup moins, mais sont perdues et sentent bien que sur ce sujet-là, il y a une pression qui leur arrive qui est de plus en plus forte sur des sujets qu'ils ne sont pas en mesure d'adresser tout seuls. Voilà les 6 axes. Donc encore une fois, derrière tous ces axes, on a listé un certain nombre d'actions concrètes. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de toutes les partager, mais ce sera intéressant d'abord de vous faire réagir sur les thèmes d'action. Merci Nicolas pour cette présentation. Du coup, dans la préparation de notre matinée, on avait prévu 2 tables rondes, donc de faire réagir un certain nombre d'industriels autour de ce qui a été dit. Donc, on a vu qu'on était dans une région qui était plutôt dynamique, plutôt fortement marquée par l'industrie auto en particulier. Elle est du coup fortement impactée aussi par cette transition. Et du coup, je vais inviter Patrick Tholin des Filles Automotives, Henri Trintignac de Gullplug et Franck Armand de Viveris Technologies à rejoindre l'estrade, s'il vous plaît, pour venir commenter un petit peu ce qui s'est dit et puis apporter votre éclairage aussi sur votre vision de la filière et de l'avenir de la filière en région. Donc merci d'abord au CARA et de m'avoir proposé de participer et de représenter une filière dont on parle assez peu finalement dans l'environnement industriel, puisque je représente Viveris qui est une ESN. Et une ESN est une société dite de service dans le numérique. Et souvent, dans l'industrie, on aborde assez tardivement, finalement, l'intégration avec les entreprises de services du numérique. Donc, Viveris, c'est une société de 800 personnes qui va atteindre 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 200 personnes sur la région Rhône-Alpes, principalement sur Lyon et sur Grenoble, donc rayonnement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour réagir, alors je laisserai la parole, donc je ne vais pas prendre toute la parole, je laisserai réagir mes confrères. Mais pour réagir, j'ai juste noté quelques éléments. Merci à Madame Pernaut d'avoir souligné que cela concerne 60 000 à 70 000 emplois dans la région. Et je voulais souligner aussi que le métier porté par les entreprises de services du numérique représente 40 000 emplois dans la région. Donc, je pense que si on met les emplois de l'industrie et les emplois des services du numérique, cela peut créer aussi un élément différenciateur et une force. Et ça peut être complémentaire par rapport aux éléments qui ont été relevés par KPMG. J'ai noté d'autres éléments sur lesquels on pourra revenir. La collaboration sur les nouvelles filières, les compétences formation. Nous participons en tant que ESN à la formation, l'intégration des ingénieurs dans dans leur formation à l'école, puis aussi dans leur entrée dans la vie active. On a une richesse sur la région Rhône-Alpes, comme l'a souligné KPMG, sur la formation universitaire supérieure, puisque ça représente un peu plus de 300 000 étudiants qui sont formés après bac jusqu'à des filières bac plus 5 et bac plus 8. Il n'y en a, je crois, que 24 000 à peu près. Peut-être que les chiffres évoluent, mais c'est des chiffres que j'avais notés de l'Association des ingénieurs. Il n'y en a que 24 000 qui sont dans des filières scientifiques, les filières qui nous intéressent. Et dans ces filières scientifiques, une étude qui va paraître, qui a été financée par Embedded France et par les OPCO, notamment auprès de l'OPIEC, révèle que finalement, entre les formations et les besoins aujourd'hui qu'ont les entreprises,
dans leur reconversion pour adresser les nouveaux enjeux des métiers pour sortir du thermique et développer des nouvelles filières. On a encore besoin d'une adaptation continue, on va dire, de ces métiers parce que produire un moteur électrique, ça nécessite aussi d'intégrer de nouveaux éléments, notamment le numérique, comment le numérique va adresser des nouveaux systèmes de pilotage de ces moteurs électriques. Il faut qu'on soit capable d'accompagner les étudiants au plus tôt dans ces formations et ça, ce sont les enjeux qui sont portés notamment par les ESN. Donc, je laisse la parole, je pense, à mes amis et collègues de cette table ronde. D'accord. Bien, bonjour. Moi, je suis Patrick Tolin, je suis l'ancien dirigeant de la société Electric Field Automotive et j'en suis désormais le président du conseil de surveillance, entreprise patrimoniale située proche d'ici, qui emploie à peu près 700 personnes en région, spécialisée dans les capteurs et les actionneurs pour les moteurs thermiques. Nous faisons à peu près 200 millions de chiffre d'affaires et nous sommes très, très concernés par cette transformation de notre industrie. J'interviens aussi parce que j'ai depuis longtemps été présent à la FIEV, qui est la Fédération des équipementiers automobiles à Paris. Et à ce titre-là, on m'a confié pendant toute l'année qui se termine une mission à travers la PFA pour précisément sensibiliser les entreprises moyennes et les petites entreprises à la transformation. Donc, je pourrais parler de quelques conclusions que nous avons tirées de cette mission et qui recoupent très, très clairement tout ce qui a été dit par KPMG. Moi, ce qui me marque, c'est effectivement, bon, on est dans un moment de transformation complet. 2035, c'est bientôt. Il faut transformer une entreprise comme la nôtre en imaginant de nouvelles familles de produits permettant de remplacer 200 millions de chiffres d'affaires dans un horizon de 10 ans. Alors que ça fait 85 ans que l'entreprise existe. Donc, ça paraît un pari complètement fou. Et donc, effectivement, la région comporte beaucoup de belles entreprises, de compétences. J'ai retenu également l'intérêt qu'il y aurait d'arriver à fédérer les entreprises, à ce qu'elles collaborent davantage, sachant que cette évolution, elle est aussi pleine de risques, pleine d'incertitudes, et qu'effectivement, pour partager en fait les risques de cette évolution, le faire à plusieurs, faire en sorte que, par exemple, dans la chaîne de traction, enfin on s'intéresse en ce qui nous concerne à la liaison entre le moteur et la batterie, où les matières premières sont essentielles, le poids de composants est énorme, et donc là, en dehors d'une collaboration, il y a guère de moyens d'arriver à développer des produits. Donc je crois que cette évolution est une opportunité pour repenser des relations entre des entreprises complémentaires et ainsi arriver à surmonter et le plus vite possible cette évolution dont on vient de parler. On peut dire également que c'est l'occasion, et c'est notre expérience, qu'avec certaines startups, on arrive à trouver des solutions nouvelles pour répondre aux besoins nouveaux qui apparaissent dans ce nouveau marché. Est également la région est de ce côté-là très, très attrayante parce que comporte de nombreuses startups qui ont plein d'idées technologiques et qui demandent à être épaulées par des entreprises plus importantes pour réussir ensemble à développer des produits pour demain. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Dans la mission que nous avons menée, certaines entreprises, bon, globalement, toutes les entreprises qu'on a rencontrées, à savoir à peu près une cinquantaine, sont très déjà sensibilisées à cette évolution. Pour la plupart, elles ont pris le virage. Comme disaient certains, ils sont passés d'une sensibilisation maintenant à l'action. Ce qu'on constate, c'est qu'il faut une énergie importante du chef d'entreprise, des équipes d'entreprise qui acceptent de se remettre en cause, acceptent de relever ces défis pour arriver à déboucher sur des nouveaux projets et ainsi assurer la transformation nécessaire. Donc c'est un énorme projet, mais beaucoup sont déjà très bien lancés. Voilà. Bonjour à tous, je remercie Cara de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Je suis Henri Trintignac et je dirige Gulplug. Alors Gulplug, c'est une start-up. Nous sommes 8. On développe un système de charge automatique
pour les véhicules électriques. Hein, c'est un système qui est basé sur une technologie magnétique qui a été développée par les laboratoires du CNRS à Grenoble. Laboratoire, les héritiers de Louis Nel, qui a été prix Nobel en 71. Et cette solution se distingue grâce à cette technologie. C'est une solution qui est beaucoup plus simple, donc elle est plus fiable, plus robuste et plus abordable que les 10 concurrents qu'on a pu trouver sur la place dans le monde actuellement. Et cette technologie, aujourd'hui, elle rencontre son marché. On commence à gagner nos premiers contrats. Et notre plan de marche, c'est une centaine de millions, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans, 1000 emplois, et si tout va bien, 1 milliard dans 10 ans, avec à la clé 10 000 emplois. Alors, ce sont des emplois créés sur toute la filière. Hein. Ça va de celui qui extrait les matériaux jusqu'à celui qui assemble, fabrique, teste et livre. Donc, c'est large. Hein. Moi, je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est l'importance des startups pour la réussite de la transformation. Et la deuxième, c'est un point très spécifique qui est lié à la période, c'est le financement en fonds propres en ce moment, suite à l'empilage des crises, donc Covid, rupture des chaînes d'approvisionnement, Ukraine, inflation. Les 3 dernières années ont été riches en crise. Alors, sur le premier problème, d'un côté, le tissu, la filière, elle est constituée d'industriels, dont le sujet principal, c'est la pérennité de leur entreprise, de leur activité. Et il faut qu'ils gèrent à la fois l'excellence, donc ce qu'ils font depuis toujours, et en même temps dans un contexte où ils doivent se transformer. Les startups, elles, c'est très différent. C'est des toutes petites structures, innovantes, agiles et darwinistes. C'est-à-dire que à la fois l'entrepreneur et les investisseurs acceptent le principe que elles vont pas toutes survivre. Et à un moment, donc les deux sont très complémentaires. Vous voyez, il faut que nous, on rencontre des industriels qui vont pouvoir matérialiser les opportunités de création d'emplois, d'activités dont on parlait tout à l'heure. Deuxième point, le financement est plus Alors, le financement, c'est général, c'est récurrent. Hein. Vous ne trouverez pas de patron de start-up qui ne parlera pas de problème de financement. Et là, particulièrement, on est dans un contexte où on a empilé 3-4 crises dans les 3 dernières années. On a été aidé, et heureusement, parce qu'autrement, on n'aurait pas survécu. Hein, nous, c'est clair que... alors, une start-up, ça marche comment? C'est simple, hein, on lève des fonds pour prouver quelque chose. Alors, on prouve en recherche, en technique, en marché, en commercial, en industrialisation. Et plus on avance dans le processus, plus on a besoin d'argent, et à un moment, on change de type d'actionnaire. Alors, évidemment, la conséquence de l'empilement de crise qu'on a vécu, c'est que les donneurs d'ordre ont différé leurs décisions. Donc, nous, on avait levé une quantité d'argent fixe, en se disant, la décision, le jalon prochain, il est dans 18 mois, plus ou moins 6 mois, donc je lève de quoi faire mes 18 mois, plus ou moins 6 mois. Puis en réalité, ça a duré 36. On a été aidé, on a bénéficié des PGE, on a continué à se développer, mais aujourd'hui, on est dans une situation en fonds propres qui est difficile. Hein, quand on lève, généralement, on actionne 3 leviers. Le capital, les aides et la dette. À partir du moment où on passe en situation difficile de fonds propres, il y a 2 des leviers qui sont morts. On ne peut plus obtenir d'aide, on ne peut plus obtenir de prêts. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui. Ce n'est pas que la situation de Gullplug. Et on a besoin, pour pouvoir justement matérialiser le potentiel de création d'activités, on a besoin de support rapide et en fonds propres. Et en fonds propres. On ne sait plus aujourd'hui faire autrement. Voilà. Pour ces interventions. Du coup, on a évoqué un certain nombre de sujets. Est-ce que vous souhaitez également peut-être expliciter ou en tout cas explorer un peu le champ de l'évolution des organisations internes? On a dit qu'il fallait qu'effectivement les entreprises collaborent mieux entre elles, entre grandes entreprises, TPE, PME et start-up, parce que du coup, c'est bien tout ce tissu-là qui va faire qu'on va gagner et relever le challenge qui est devant nous de la transformation. Mais est-ce que du coup, il y a aussi des évolutions internes, organisationnelles internes,
au sein même des entreprises que cette transformation induit également. Moi, je veux bien vous citer ce qu'on essaye de faire au sein de la société EFI Automotive. Donc, ça s'appelle un peu un plan de transformation. Nous avons pris conscience qu'il était indispensable de repenser notre organisation, repenser notre avenir à partir des plateformes propres aux véhicules électriques que nous avons créées. Nous avons créé 4 plateformes avec des produits, des capteurs pour les moteurs électriques, des systèmes de pilotage intelligent d'organes comme le frein de parking. Et tout ça nécessite en fait comme si on devait recréer des entreprises à l'intérieur de l'entreprise chargées de réussir le développement de ces nouveaux produits destinés à des nouveaux marchés. Donc c'est presque une nécessité de remettre dans l'entreprise des entreprises spécialisées chargées de réussir le développement de ces produits spécifiques. Et ça passe par des nouvelles personnes, à mon avis, des besoins de faire émerger des gens qui ont une capacité d'entrepreneuriat dans un environnement contraint, avec des délais très courts, des ressources qui ne sont pas extensibles et avec la nécessité de piloter des partenaires. Donc je pense qu'il y a à cette occasion la nécessité de remettre un peu à plat toute l'organisation, de veiller à ce que les gens puissent être concentrés sur des objectifs de réussite dans un environnement incertain. Et ça passe par fait un gros effort au niveau de l'équipe de direction en particulier de changer un peu la façon de travailler. En même temps, il faut que la source de revenus que nous avons aujourd'hui sur les produits traditionnels essaye d'être le plus efficace possible pour financer en fait le développement de ces nouveaux projets qui pour l'instant n'ont pas de revenus. Et ça, c'est également une nécessité finalement de perfectionner encore l'existant de l'entreprise à travers toutes les bonnes pratiques que l'on connaît. Donc c'est un appel à davantage d'exigence, davantage de performance qui, à mon avis, est le corollaire de cette situation-là. Et tout ça avec aussi des gens qui gardent le moral, parce que c'était très, très contraignant. On est dans un environnement, dans un univers qui n'est pas très clair, qui est assez incertain. Au passage, d'ailleurs, je pense que éclairer au maximum la façon dont les choses évoluent peut aider les entreprises à être conscientes des évolutions nécessaires et d'éviter les fausses pistes, parce que là, elles peuvent être assez nombreuses et très, très douloureuses si on s'aperçoit trop tard qu'en fait, on va vers des projets qui n'ont pas d'avenir. Donc, en un mot, oui, je pense que ça décuple ou ça aiguise la capacité managériale des entreprises afin de surmonter cette crise. Surmonter, ce n'est pas la crise, c'est plus une évolution indispensable. Voilà, donc moi je trouve que cette période est extrêmement challenging, extrêmement exigeante et nécessite de ne pas avoir peur de remettre en cause son organisation et de faire appel à des nouvelles compétences sans doute pour répondre aux attentes de cette évolution. Oui, de fait, le fait qu'il y ait des startups, ça revient à quoi? Ça revient à dire que les entreprises ont externalisé la partie R de la recherche et développement. La partie la plus amont, la plus risquée. Pour une partie, oui. Pour une partie, en tout cas. Pour une partie, pas la partie D, pas la partie du développement, mais en tout cas, une partie du R. On accepte, nous, plus de risques, on est plus agile, on peut être plus rapide. Et là, pour que ça marche, il faut qu'à un moment, on se rencontre. Donc, il y a ce levier dont vous parliez tout à l'heure sur la collaboration qui est absolument clé. Donc, comment on fait pour que les startups et les entreprises se rencontrent? C'est quand on regarde. Je prends mon cas, c'est celui que je connais le mieux. Donc, Gullplug, je vous ai dit, on fait un système de charge automatique pour les véhicules électriques. Mais quand on regarde le produit, à la fin, c'est quoi? C'est des cartes électroniques, du bobinage, de l'injection plastique, du câblage et de l'assemblage. C'est-à-dire que c'est des choses que les industriels savent faire.
Et donc, il faut qu'à un moment, on ait un moyen de se rencontrer et de faire que cette nouvelle idée passe au stade industriel. Alors moi, je vais juste réagir sur la facette compétences. Parce que si le produit de Gullplug a un avenir promis, à un moment donné, il faudra que dans le véhicule, il y ait un système qui intègre le niveau de charge, et donc ça sera du logiciel, ça sera de l'électronique. Et la compétence aujourd'hui dans le numérique, dans le logiciel, dans l'électronique, nous, on est plus sur la partie D du développement du R. Donc les industriels sont là pour accompagner le développement. On est là aussi pour accompagner les industriels dans le développement de leurs produits et surtout dans la maintenabilité de ces produits, dans l'évolution de ces produits. Et là, la compétence, on a juste un souci, c'est que je vais reprendre ce qu'a mis en avant KPMG. Il faut la faire évoluer et puis il faut aussi qu'elle reste attractive sur plusieurs aspects, c'est-à-dire l'aspect de la rémunération, des éléments salariaux. C'est quand vous avez un ingénieur qui sort d'école et à qui on promet que s'il fait du développement web, il touchera plus d'argent en allant dans le tertiaire qu'en allant dans l'industrie, il va falloir essayer de trouver les bons moyens d'attractivité de la filière industrielle. Pour ça va passer par des choses, c'est se rapprocher finalement de ces étudiants dans leur formation, y recherchent du sens, et pour leur montrer que dans cette recherche de sens, l'apport de l'industrie et du numérique, quand on rapproche les deux, ça va permettre de leur donner une projection, une visibilité de quel est le parcours, quelle est la carrière qu'ils vont pouvoir avoir. Parce que bien souvent, les étudiants, quand ils sortent d'école, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, et puis l'industrie, ils savent encore moins ce que c'est, et le numérique, ils ont entendu parler de développement logiciel, mais il y a encore une richesse à développer. La formation, il y a d'autres éléments aujourd'hui qu'on voit, c'est-à-dire que dans le domaine automobile, ce qui est de plus en plus une complexité du métier, c'est par exemple l'éco-conception. On a des ingénieurs qui sortent, qui savent faire du logiciel, qui savent faire de l'électronique, qui savent faire de la mécanique, qui sont polyvalents, qui sont généralistes, qui vont prendre soit une polyvalence dans les startups ou une expertise dans l'industrie, mais à un moment donné, il va falloir leur donner les éléments pour appréhender qu'est-ce que c'est que l'éco-conception et leur appréhender aussi des éléments qui vont nous permettre de rester compétitifs parce que on est dans un monde qui n'est pas uniquement Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est français et qui est européen et qui est mondial. Et aujourd'hui, on le voit, on a des filières où, avec le télétravail, un jeune qui se fait embaucher par une entreprise à Paris, en 2 heures de train, il peut être en télétravail, il peut aller travailler à Paris. Donc, on a tout un tas d'éléments pour lesquels il va falloir travailler sur l'attractivité de cette ressource et surtout arriver à la maintenir. Nous, dans notre univers en tant qu'USN, nos difficultés, c'est que on forme les ingénieurs à leur sortie d'école, puis bien souvent, ce sont nos clients qui finissent par nous piquer les ressources au bout de quelques années. Et là, nous, notre enjeu à horizon 2030-2035, c'est comment faire pour arriver à capitaliser sur ces ressources qui sont exceptionnelles. Parce que si nos propres clients attendent de nous une compétitivité, qu'on leur amène le savoir-faire au bon niveau, il faut aussi qu'on arrive à maintenir nos propres ressources. Et dans une pénurie de ressources, si on se bat tous pour avoir le même expert, le même architecte numérique du calculateur électronique qui intègre les bons logiciels pour la commande électrique, de recharge, etc., il va falloir qu'on travaille en amont sur les formations et sur le nombre d'ingénieurs à former, parce que 1000 personnes potentiellement en embauche chez Gullplug, ça va faire beaucoup de personnes à former. Voilà, c'était la petite aparté. Merci messieurs pour votre intervention. On va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc, je repasse la parole à Nicolas pour la suite. Oui, il y a quelque chose de frustrant, c'est qu'on fait une restitution à marche forcée. Alors peut-être pour répondre à ce point-là de la vitesse avec laquelle on restitue, sur la phase de diagnostic, je vous ai dit tout à l'heure, on parle là des axes de travail, on a défini un certain nombre d'actions sur chacun des axes. Alors d'une part, les sponsors de l'étude les reprendront et auront l'occasion d'en discuter avec vous. Deuxièmement, on travaille à un format de restitution qui sera partagé avec tout le monde. Donc au-delà de cette petite, ce petit résumé, vous aurez les éléments plus détaillés qui vous seront envoyés. Alors la deuxième grande thématique, je vous disais, les 2 premiers objectifs, c'était de faire un diagnostic et de proposer des axes de travail. Et le deuxième, il était autour de l'impact emploi. Alors, sur l'impact emploi, la première chose, c'était de cartographier l'emploi en région. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord
on a modélisé la chaîne de valeur pour représenter les sous-filières. C'est comme toute modélisation, on peut en discuter pendant des heures, tel maillon ou plutôt tel maillon, mais en tout cas, on a modélisé la chaîne de valeur pour identifier toutes les sous-filières. Et en fait, on a dit qu'il y a 3 grandes catégories d'activités. Il y a celles qui sont spécifiques au thermique, il y a celles qui sont au carrefour des deux, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi dans les véhicules hybrides, et puis il y a les activités qui sont spécifiques aux véhicules électriques. Et ensuite, on a construit une base de données avec l'intégralité des acteurs de la région, et ça nous a permis de les cartographier. On a fait un travail classique de base de données, de construction de base de données. On en a fusionné plusieurs, on les a nettoyés, on a actualisé les données, notamment sur les effectifs, etc. Et ce qui nous a été demandé pour les sponsors, c'est de projeter l'emploi et de dire, eh bien, sur telle sous-filière, quelle est la projection d'emploi à l'horizon 2030. Et ainsi, on a pu effectivement le faire par maillon de la chaîne de valeur ou par sous-filière, et aussi par zone d'emploi. Et le résultat, en fait, on avait une base de données qui était propre et qui avait sur chacune des entreprises, chacun des maillons, une projection emploi. Et on a réfléchi à l'outil de visualisation pour représenter le résultat. Et en fait, il se trouve que la Banque des Territoires a développé il y a quelques temps un outil qui s'appelle DataVis. Et la Banque des Territoires nous a dit, mais pourquoi vous cherchez absolument à trouver un outil alors qu'on en a un? Et donc, on a utilisé l'outil de la Banque des Territoires. Et donc, la représentation graphique, là, c'est une illustration. Ça permet donc, avec différents filtres qui ont été définis par les sponsors, donc région, département, la zone d'emploi, EPCI et le type d'entreprise, de retrouver l'intégralité des emplois. Donc on peut filtrer, on peut chercher tous les emplois de la fonderie, on peut chercher tous les emplois du décolletage. Et donc là, effectivement, ça apparaît de façon graphique. Et comme on a l'emploi actuel et qu'on a la projection d'emploi à 2030, ça permet un deuxième travail qui est, au-delà de la réflexion par sous-filière, de réfléchir en termes de zones d'emploi. Et là, la représentation graphique, elle nous dit basiquement que sur ces zones d'emploi-là, on a une projection d'emploi dans la filière mobilité qui est très positive, et puis dans cela, elle est nettement plus négative. Ça nous a donné une représentation graphique du risque emploi par zone d'emploi à l'horizon 2030. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a présenté les résultats aux sponsors, on leur a expliqué qu'il y avait 2 enjeux. Il fallait adresser évidemment la couleur de la zone d'emploi, évidemment, mais aussi l'écart type. Est-ce que cette zone d'emploi, elle est verte parce qu'il va s'y détruire 40 emplois et il va s'en créer 50 ? Bon, les enjeux de reconversion sont limités. Ou est-ce qu'elle est verte parce qu'il va y avoir 350 emplois détruits et 500 emplois créés ? Pas du tout la même ampleur de travail. Alors, si on donne quelques chiffres, on n'a pas voulu abreuver de chiffres, mais on en a quelques-uns. Donc, on disait 70 000, alors ça dépend, parfois il y a des sous-filières à la marge qu'on inclut ou qu'on n'inclut pas. Nous, dans notre base de données, on a 74 000 emplois dans la filière sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces 74 000, notre projection à 2030, c'est 7 800 qui vont être détruits et 3 800 emplois qui vont être créés. Donc, environ 5% de baisse du volume total à 2030. Et avec un enjeu sur presque 8 000 destructions, presque 4 000 créations d'emplois. Sur les 37 bassins d'emplois régionaux, il y en a 28 qui ont une projection négative à horizon 2030. Donc, il y en a 28 sur lesquels il y aura moins d'emplois dans la filière en 2030 qu'aujourd'hui. Et pour certains, c'est plus que moins 30%. À l'opposé, il y a 9 de ces 37 bassins qui ont une projection emploi positive à l'horizon 2030. Et pour certains, tirés par certaines sous-filières, c'est plus que 25% de croissance du nombre d'emplois dans la filière. Alors, une fois qu'on a dit ça, on met en lumière 2 choses. On met en lumière le besoin d'accompagnement de l'humain dans la reconversion. Il y a des milliers d'emplois à détruire et d'autres à reconvertir. Et puis, on met en lumière quelque chose que vous savez tous, qui est l'urgence de se diversifier dans certains bassins, parce que si j'ai des sous-filières en croissance, des sous-filières en décroissance, eh bien, ça veut dire qu'il y a un travail très important pour ceux qui vont subir de plein fouet la transition à se diversifier. Alors, sur la diversification,
Je ne vais pas revenir sur toutes les pistes. Il y a un certain nombre de pistes qu'on a assessées, qu'on a évaluées avec chacun d'entre vous, avec les acteurs, pour qu'ils nous donnent leur perception du potentiel et aussi leur capacité à adresser, la capacité de la filière à adresser ces sujets. Donc il y en a quelques-uns qui ressortent très fortement. Tout ce qui est autour, globalement, je ferai simple, de l'hydrogène et de l'économie circulaire. Donc il y a des très gros enjeux sur la filière du recyclage, sur le rétrofit, on en parle beaucoup dans l'actualité, sur le réemploi, qui est un autre sujet. Et puis, il y a d'autres filières qui sont intéressantes à explorer. Donc, il y a des choses là qui sont très proches de la filière. Et puis, on a aussi évoqué avec eux et on a parlé des freins, des opportunités autour de choses qui sont soit adjacentes, soit un petit peu plus loin. Donc, dans d'autres secteurs carrément ou dans des choses qui sont très adjacentes à la filière. Donc, tout ça pour vous dire que les acteurs, on a échangé avec tous les entrepreneurs et tous les acteurs de la filière, ils ont déjà une évaluation du potentiel de certaines pistes de diversification et aussi de leur capacité à les adresser. Donc on a croisé ces données-là, on a échangé avec eux. Au final, sur la diversification, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tellement entamé le travail, c'est-à-dire qu'on échange sur des pistes. Donc nous, ce qu'on a voulu faire en synthèse, c'était de dire comment on pourrait mieux accompagner les acteurs dans ce contexte. Parce qu'une fois qu'on a identifié des pistes, il ne s'agit pas juste de réfléchir à des pistes, il faut y aller, il faut se lancer, et il faut se lancer de façon la plus rationnelle possible. Et là, on a conclu à quatre principes directeurs pour accompagner les acteurs. Le premier, qui est très important, c'est d'aligner les initiatives de diversification avec une stratégie régionale. Je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure. Pour le dire simplement, une région ne peut pas être demain la championne du cycle, la championne de l'hydrogène, la championne de la batterie électrique, la championne de l'électronique. En fait, il faut définir un nombre d'axes stratégiques prioritaires et les affirmer. Dire, nous, en tant que région, nous allons encourager les initiatives qui sont en ligne avec notre stratégie. Et notre stratégie régionale, c'est d'aller dans telle et telle direction. Ça permet d'avoir une communication plus claire et ça permet d'atteindre plus facilement la taille critique. Donc ça, il faut faire des choix et les communiquer. Et il faut idéalement que les initiatives locales de diversification soient alignées avec ces choix. Je parle du scénario le plus favorable. La deuxième chose, c'est l'accompagnement méthodologique. Alors là aussi, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure. Les initiatives de diversification, elles sont souvent, pas tout le temps, mais souvent, le fruit soit d'une démarche totalement opportunistique. Il y a une opportunité que je détecte, j'y vais. Soit d'une intuition du dirigeant. J'ai l'intuition que je dois aller là. En fait, dans les autres industries et de façon structurée, quand on a des démarches de diversification, on a des méthodologies de marketing stratégique qui visent à dérisquer complètement les initiatives de diversification. Mais pour ça, il faut un support méthodologique. Il y a des méthodologies de type techno-push sur lesquelles je peux capitaliser sur mes actifs, sur les process que je maîtrise, etc. Mais tout ça demande un support méthodologique pour que mes pistes de diversification soient à la fois justifiées et aussi dérisquées. La troisième chose, ça a été dit précédemment, c'est d'encourager les collaborations. Pour aller plus vite, de façon moins risquée dans des nouvelles filières, il faut absolument encourager la collaboration des acteurs. Et la façon dont les acteurs traditionnels, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur automobile, travaillent, il n'est pas adapté à la vitesse de la transition qui arrive. Il faut changer les modes de collaboration. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des décennies de tradition. Mais aujourd'hui, j'ai un d'entre vous qui nous disait pendant la phase de diagnostic, on n'arrive pas à échanger entre nous parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se partager des secrets confidentiels, donc on n'y arrive pas à travailler ensemble. Et puis par contre, on va voir ensemble, on va voir séparément le même fournisseur en Chine et puis on lui raconte beaucoup plus de secrets que ce qu'on dit à son voisin.
Mais c'est vrai, dans la filière. En fait, c'est vrai. On a du mal à penser que on va gagner à y aller à plusieurs. Et typiquement sur de la diversification, si on doit prendre des risques sur des nouveaux marchés, etc., c'est quand même beaucoup plus rassurant d'y aller à plusieurs, parce que si on est plusieurs à faire la même analyse, ça nous donne quand même plus de poids. Et surtout, ça permet de dérisquer et de limiter l'investissement. Donc ça, les nouveaux modes de collaboration, c'est vraiment très important. Et puis le troisième, c'est aussi la promotion. Il y a des entreprises de diversification qui sont déjà lancées, il y a des choses qui sont couronnées de succès, il y a des choses qui ne le sont pas. Et en fait, c'est très, très, très important, d'abord, de promouvoir les choses qui fonctionnent, mais aussi de partager sur les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des acteurs sur une région, je suis certain qu'on peut trouver des exemples en y passant juste quelques jours. Il y a des gens qui sont en train de se lancer dans des entreprises de diversification que d'autres ont exploré il y a quelques mois ou quelques années et qui ne fonctionnent pas. Et les autres ont levé un frein absolu, une barrière à l'entrée, quelque chose. Ça, c'est absolument certain. Donc, en synthèse, cette cartographie d'emploi, elle permet, j'allais dire, de mesurer l'urgence de la reconversion et de la diversification, qui sont les deux axes. Quand on a une activité cœur qui change et qui baisse, on a deux façons de faire. Soit on reconvertit les gens vers des filières plus porteuses, soit on se diversifie. Et sur la diversification, ces 4 axes de travail, ces 4 principes directeurs doivent permettre d'accompagner les acteurs vers des pistes qui sont de nature à compenser en volume ou en marge la baisse qui est attendue avec notamment l'interdiction de commercialisation du thermique, du 35. Voilà en quelques mots. Merci Nicolas pour cette deuxième présentation sur à la fois la cartographie exhaustive exhaustive, la plus exhaustive possible en tout cas et actualisée des acteurs des acteurs industriels, et pas que d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des industries, il y a aussi des entreprises, on l'a vu tout à l'heure avec les entreprises de systèmes numériques en région, et puis sur l'importance de travailler ensemble et sur un certain nombre de pistes de diversification ou d'industries qui pourraient aussi se développer et croître dans la région. Et du coup, je vais inviter pour la deuxième table ronde, je vais inviter du coup Monsieur Argou d'Indra, et puis Monsieur Angelone de Bontaz à nous rejoindre pour justement nous parler un petit peu de leur expérience à la fois en tant qu'entreprise spécialisée dans le recyclage ou le recyclage auto, je pense qu'on peut le dire comme ça, enfin, vous allez l'exprimer mieux que moi, et puis Monsieur Angelone qui est sur une activité on va dire traditionnelle de l'automobile et qui a engagé un certain nombre de projets de diversification aussi. On avait un troisième intervenant que je vous prie de bien vouloir excuser aussi, qui était Neotrucks, donc une start-up spécialisée dans le rétrofit. Malheureusement, il m'a annoncé ce matin qu'il était Covid positif et du coup, il ne pourra pas être parmi nous. Mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui le rétrofit, le recyclage, le réemploi, le cycle font partie des pistes qui ont été largement évoquées lors de l'analyse par les industriels pour aller vers de la diversification. Et donc, je vous laisse, messieurs, nous parler un petit peu de votre métier. Et donc, je me présente, je suis Mickaël Argou, je suis le responsable grand compte chez Indra Automobile Recycling. Et donc, nous sommes effectivement une entreprise qui œuvrons dans la transition écologique du secteur automobile. Et ça, depuis près de 40 ans. Donc, c'est pas nouveau en fait. Le recyclage automobile, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Avec des mots, on va dire, un peu plus crus, on va parler anciennement de la casse automobile, là où on recyclait les véhicules. Et l'idée, c'est de vous parler de cette activité qui a fortement évolué ces dernières années et comment Indra, entreprise en tant qu'entreprise de prestation de services, dans l'économie circulaire automobile, accompagne cette mutation et cette transformation de cette filière. Bonjour, je m'appelle Daniel Anguelone, je suis le directeur général du groupe Bontaz. Nous, on est équipementier automobile de rang 1, spécialisé dans les systèmes de refroidissement moteur thermique. On est leader mondial sur nos principales lignes de produits. On travaille à peu près avec tous les constructeurs automobiles à travers le monde. On est présent dans une dizaine de pays. On emploie environ 4000 collaborateurs. Et on est en train de se diversifier à marche forcée, j'allais dire, puisqu'on réalise 90% de notre activité dans le moteur thermique.
Alors, du coup, messieurs, je vous laisse prendre la parole entre vous, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, chacun dans vos métiers, alors à la fois dans la diversification, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, comment on définit ces pistes de diversification, et puis une fois qu'on les définit, comment on les teste, comment on les évalue et comment finalement on arrive à les développer jusqu'au bout, et que ça devienne un vrai marché, une vraie activité industrielle qui vient justement développer pour remplacer du chiffre d'affaires qui demain est amené potentiellement à disparaître. Et puis plutôt côté recyclage, comment évoluent vos métiers par rapport à toute cette nouvelle technologie? Est-ce que voilà, le déchet final restera le même aujourd'hui que demain? Est-ce que des nouvelles compétences arrivent? Est-ce que c'est une industrie qui est amenée à se développer et à croître? Comment on remet en œuvre la partie, comment dire, la remise sur le marché de pièces de seconde main finalement, puisque c'est de ça dont on parle aussi. Donc je vous laisse répondre à toutes ces questions dont je viens de vous bombarder. Je vais commencer sur la diversification. Moi, je voudrais juste dire 2 mots rapides sur notre diversification, puis après, je parlerai pour moi, un sujet qu'on a complètement oublié, qui me semble plus fondamental pour l'industrie. Donc nous, on se diversifie dans le monde du vélo. On est en train de développer un moteur avec une boîte de vitesse intégrée pour les vélos cargo, notamment, et city. On fait déjà des moteurs, des actionneurs, et voilà, donc c'est une évolution. Il y a beaucoup de digital là au milieu, puisqu'il faut faire l'IHM, il faut intégrer les batteries. Enfin, bref, il y a tout un tas de domaines qu'on est en train d'investir. On y va accompagner, on réfléchit à des partenariats. Sortie 2025, et aujourd'hui on développe des freins, puisqu'il y a une pénurie de freins dans le monde du vélo, c'est l'hydraulique, c'est notre métier. Sortie début 2023. Donc ça, c'est la première piste de diversification. La deuxième, elle est dans l'auto électrique. On travaille déjà dans l'auto électrique avec les constructeurs américains notamment, et quelques Européens. Et on est en train d'accélérer dans ce domaine-là autour de la batterie et du refroidissement du moteur de la batterie et de l'habitacle. Voilà, et on se diversifie également dans le monde de la pile à combustible, autour de l'hydrogène, puisque ce sont des systèmes qu'on maîtrise déjà. Et là, c'est du gaz, hein. Généralement, on fait de l'huile, nous, du liquide de refroidissement. Et là, c'est du gaz, ça nous intéresse, même si je pense que l'hydrogène dans la mobilité, à moyen terme, on va dire, ça sera plus utilisé là-dedans, parce que ce n'est pas la principale fonction. Mais nous, on y va, parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, mais c'est surtout pour la maîtrise du gaz. Voilà, moi, ce que je veux dire, oui, le sujet principal qu'on a oublié, hein, c'est qu'un industriel raisonne à long terme. Un industriel, c'est de la matière première qu'on extrait du sol et avec beaucoup d'énergie, qu'on transporte chez nous en émettant du CO2, qu'on transforme avec de l'énergie en émettant du CO2. Et ça, c'est un modèle qui va se terminer rapidement, hein, puisque l'énergie, j'apprends à personne qu'on a des soucis d'approvisionnement, ça va s'accélérer. On a atteint le pic de production de pétrole conventionnel en 2008. Depuis, c'est les pétroles de Rochemerle qui ont pris le relais, mais c'est en train de s'épuiser. Donc on est dans la 2023, c'est l'année de pic, hein, au mondial niveau pétrole. Donc tous les dérivés, hein, toutes les matières plastiques, ainsi de suite, il va y avoir des pénuries. La matière première, je ne vous apprends rien non plus, on va être en pénurie rapidement. Les prix ont largement augmenté. Il nous reste 30 ans de cuivre à peu près. Donc autant dire que ça ne va pas bien se passer pendant 29 ans et ensuite ça va aller mal. Et donc en fait, aujourd'hui, le principal transformation qu'on doit faire, c'est changer de modèle. C'est-à-dire extraire la matière première, la transformer en polluant, la vendre avec une marge. Ça, c'est un modèle qui est terminé. Et donc, il faut trouver, on peut faire du vélo, de l'hydrogène, hein, comme nous, on est en plein dedans, hein, donc je ne donne pas de bons conseils, parce qu'on est en train d'y réfléchir et d'essayer de se transformer, mais on est en plein de ce modèle-là qui est fini, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, et donc il faut faire autre chose, parce que si on fait du vélo, si on fait de l'hydrogène, si on fait quoi que ce soit, et qu'on a besoin de matières premières, d'énergie, et qu'on la transforme en polluant, eh ben, on obtiendra exactement le même résultat dans une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on ne nous choisira pas. Et je pense qu'inversement, si on arrive à sortir de ce modèle-là, on nous choisira quels que soient les produits qu'on fait et on pourra les vendre avec des marges beaucoup plus intéressantes qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le cœur du problème. C'est ça le cœur de la transformation de l'industrie aujourd'hui. Et c'est pas savoir si on va faire de l'hydrogène, du vélo, comme nous, hein, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est de court terme. Ça, il faut avant tout sortir du modèle dans lequel on est. Sinon, on obtiendra exactement le même résultat. Alors du coup, moi, je vais vous parler du recyclage automobile. Donc sachez que c'est une filière qui est, à l'équilibre économique en fait, hein, et ça, c'est pas nouveau. Donc il y a un tissu d'acteurs au niveau, France, même Europe, mondial, Europe et France. Et donc on est, effectivement sur une filière qui est à l'équilibre économique, donc qui dégage des marges, contrairement à d'autres filières de recyclage qui nécessitent, vous savez, la fameuse taxe D3E.
notamment quand vous allez changer votre frigo ou votre four micro-ondes, vous avez en bas de ligne une petite ligne qui vient rajouter quelques euros, et ça c'est pour financer le recyclage de votre ancien électroménager. C'est pas le cas dans le recyclage automobile, c'est une filière qui aujourd'hui gagne de l'argent, et en tout cas l'objectif c'est de perdurer. 2 points importants dans le recyclage et le réemploi pour accélérer cette activité-là. C'est bien évidemment en premier lieu la réutilisation avec la pièce de réemploi. C'est quelque chose aujourd'hui qui se développe à grande échelle, sur lequel il y a une forte demande, notamment de la part des compagnies d'assurance, pour maîtriser leurs coûts de réparation automobile. Alors le premier sujet pour développer cette pièce de réemploi, c'est tout simplement l'accessibilité à la matière. Puisque pour pouvoir produire des pièces de réemploi, il faut de la matière. Et la matière, ce sont les véhicules en fin de vie. Et ces véhicules en fin de vie sont détenus par 2 types d'entreprises, que sont soit les constructeurs automobiles ou soit les compagnies d'assurance. Et pour pouvoir augmenter cette production de pièces de réemploi, il y a une nécessité de rendre accessible cette matière première pour pouvoir développer les volumes. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est plutôt en phase amont sur la production. Et puis après, il y a le deuxième élément d'accessibilité de cette pièce de réemploi, c'est la distribution. Il faut effectivement que les opérateurs de la réparation automobile, qui sont parfois rattachés à des constructeurs automobiles ou ce sont des groupes indépendants, mettent les moyens pour distribuer cette pièce de réemploi qui est encore parfois perçue comme une concurrence à la pièce neuve. Alors que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la pièce d'occasion, la pièce de réemploi, est complémentaire à la pièce neuve et permet effectivement de réparer des véhicules qui parfois économiquement ne sont pas réparables. Donc voilà, le premier sujet sur la pièce de réemploi, c'est vraiment l'accessibilité, c'est donner les moyens à la fois aux opérateurs, donc aux recycleurs automobiles, de pouvoir produire de la pièce de réemploi dans de bonnes conditions. C'est de l'accessibilité économique. Et derrière, les distributeurs et réparateurs mobiles, qu'ils aient effectivement, eux, la matière, les outils, je dirais, la distribution, le volume nécessaire pour effectivement disposer de pièces de réemploi et proposer de la pièce de réemploi dans le cadre de réparation automobile. Donc Indra, en tant qu'acteur majeur du recyclage automobile, a une solution qui s'appelle Précis et qui justement permet aux réparateurs automobiles de disposer de cette pièce de réemploi partout en France, pièce de réemploi qualifiée. Donc ça, c'est le premier élément. Et le second élément pour développer le recyclage et le réemploi, c'est effectivement l'utilisation, la réutilisation des matières premières secondaires en boucle fermée. Il y a une intervention précédemment d'un monsieur et qui a parlé d'éco-design. Donc merci beaucoup pour ce point-là. L'éco-design devient stratégique pour les constructeurs automobiles, vous l'avez bien compris, notamment dans cette mutation vers l'électromobilité, où la batterie va représenter jusqu'à 40% de la valeur résiduelle d'un véhicule électrique. Donc, il y a des forts enjeux, effectivement, sur l'éco-design, mais pas que sur la batterie. Au sens global, sur un véhicule, vous avez, alors c'est déjà très bien, on recycle 95% de la matière, 95% du poids moyen d'un véhicule. Donc c'est super bien. On peut, si on se contente de ce chiffre-là, on dit c'est top. Pourquoi faire plus? En fait, 95%, c'est principalement les métaux ferreux. C'est la caisse du véhicule. Par contre, il y a tout un ensemble de matériaux plastiques qui sont malheureusement de moins en moins recyclables. Vous prenez une 4L il y a, c'était combien, 40 ans? Ouais, voilà. Une 4L, on recyclait par pratiquement tous les plastiques dedans. Il y en avait peu, il y en avait moins, mais ce qu'il y avait comme plastique, on le recyclait, on savait le recycler. Aujourd'hui, avec les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, vous avez des associations de matériaux composites. Et ces associations-là, de nouveaux matériaux qui ont été créés ou des matériaux existants, mais vous les associez ensemble, eh bien, le constat, c'est que derrière, en termes de recyclage, c'est pas moi qui le dis, parce que je suis un commercial, donc c'est mon engineering, puisqu'on a une engineering, un centre de R&D qui travaille toutes ces thématiques-là d'éco-design. Les retours d'expérience qu'ils nous font, c'est qu'ils nous disent, malheureusement, aujourd'hui, pour recycler un véhicule et notamment ses parties plastiques, ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a un vrai enjeu, à la fois pour la filière recyclage, mais aussi pour les constructeurs automobiles, de travailler cet éco-design qui permettra d'une part de mieux recycler
les véhicules, donc de dépasser ce 95%, et d'autre part, de pouvoir réintégrer tous ces éléments dans la production de nouveaux véhicules, et qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est un enjeu pour les constructeurs, puisque, vous l'avez très bien dit, le modèle d'extraction, eh bien, il a ses limites. Alors, arrêter totalement l'extraction, c'est pour l'instant utopique, parce qu'on n'est pas capable de recycler et de réemployer 100% des métaux, des matériaux, mais par contre, de faire progressivement augmenter cette part dans la fabrication de nouveaux véhicules, ça, c'est tout à fait possible. Donc, il y a ce sujet d'éco-design qu'il faut travailler, et en termes de structuration, puisqu'une des questions, c'était aussi la structuration derrière, c'est de mettre en place des boucles courtes pour que les matériaux qui vont être captés au sein des recycleurs automobiles puissent être captés, traités, structurés pour être réintégrés dans la production de véhicules. Donc voilà, et je suis en train un peu de... Ça y est, vous voyez, quand je suis à l'aise, du coup, je me mets à débiter, j'arrête plus. Non, un dernier mot sur la partie véhicule électrique. Effectivement, cela va avoir un fort impact sur la filière de recyclage automobile, puisque je vous l'ai dit, la batterie, c'est 40%, jusqu'à 40% de la valeur résiduelle d'un véhicule. Aujourd'hui, un recycleur automobile, il valorise un véhicule au travers de la pièce de renfort, de la matière, du bloc moteur et de la boîte de vitesse. Demain, sur un véhicule électrique, vous n'avez plus de boîte de vitesse, c'est de l'automatique, et le bloc moteur, oui, ça se valorise, mais il n'y a pas de pièce mécanique, hein, c'est des aimants qui tournent sur une bobine de cuivre. Donc, voilà. Donc oui, pour cette filière, il y a un vrai enjeu de structuration, et notamment sur la partie de batterie, où on est en train de travailler avec différents industriels, donc groupe Suez, le groupe Veolia aussi également, qui sont de très proches amis, sur justement cette structuration qui, en termes de création d'emplois demain, va générer une manne importante, j'imagine, de nouveaux emplois. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si du coup vous souhaitez compléter encore, Monsieur Angelone, ou pas. Oh non, simplement, enfin moi je suis en accord avec ce qui a été dit dans l'étude, hein. Je pense qu'on a besoin de collaborer, on a besoin effectivement de travailler ensemble, parce que les investissements, ils vont être nombreux, il faut innover beaucoup, il faut maîtriser justement ces risques. On a besoin que les collectivités, alors les régions et États s'engagent un peu plus fermement, notamment dans le financement de l'innovation, et notamment qu'ils arrivent peut-être un jour à comprendre que quand on veut innover, c'est rapide. Et il ne faut pas qu'on attende des aides plusieurs années, parce que sinon, nous, généralement, on commence à innover avant que ce soit qu'on reçoive les aides, et puis du coup, on ne peut plus avoir les aides. Et je suis d'accord avec les constats, si ce n'est qu'à mon avis, encore une fois, je pense que le débat, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut aller dans le vélo ou dans autre chose. Le débat, c'est de se dire comment on va transformer notre modèle. C'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut innover, c'est là-dessus qu'il faut concentrer nos investissements. Et bien sûr, se mettre ensemble, ce sera plus simple. Incuber ou accélérer des startups, c'est une très bonne idée. Et simplement, après, sur l'emploi, il y a beaucoup de questions sur l'emploi. Alors, en Haute-Savoie, je ne sais pas si c'est particulier, hein, mais je n'ai pas l'impression, ça fait 25 ans que c'est le plein emploi dans l'industrie. Alors, on nous dit qu'il faut relocaliser tout un tas d'industries, c'est que c'est très important. Et la conséquence pour nous, c'est qu'on délocalise nos activités, parce que malheureusement, c'est contraint, l'emploi, et il n'y en a pas beaucoup, et on n'en trouve pas aujourd'hui dans tous les domaines. Donc, faire venir de nouvelles industries, moi, j'ai toujours pas bien compris, à part si c'est vraiment stratégique et qu'on ne sait pas en faire des médicaments, des choses comme ça. S'il en va de l'indépendance de la France, pourquoi pas, mais sinon, je ne comprends pas, en fait. Et on parle de marchés d'ailleurs qui sont mondialisés, hein. Le monde du vélo, c'est un marché qui est mondialisé. C'est pas un marché régional, et dans le tout, on est mondialisé également. Et en fait, nos enjeux sont généralement mondiaux ou au moins nationaux. Et être dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien, parce qu'effectivement, elle est attractive, il y a un gros réseau, c'est intéressant. Mais je pense qu'en fait, typiquement dans le vélo, hein, nous, les acteurs sont à Taïwan, et si on doit faire notre moteur, on va l'assembler dans notre usine chinoise, parce qu'on ne va pas le faire en Europe pour l'expédier là-bas, pour qu'il revienne en Europe après. Donc voilà, il faut être réaliste par rapport au monde comme il est aujourd'hui, qui est très mondialisé. Et évidemment, ça doit évoluer pour plus de résilience, ça doit être plus local. Et donc, il y a beaucoup d'industries qui se rapatrient, hein. Chez nous, c'est l'horlogerie suisse qui est en train de rapatrier toutes ses productions en Suisse, d'ailleurs, dans la région de Genève. Donc, ça va créer de nombreuses opportunités d'emploi et de nombreuses surtensions sur le marché de l'emploi. Voilà, mais voilà, je pense que je suis en accord, mais je pense que voilà, le vrai débat, c'est pas celui de trouver de nouveaux marchés pour les industriels automobiles.
Merci à vous. Je vais vous inviter à rester. Je vais peut-être demander à Monsieur Tholin, Monsieur Armand et Monsieur Trintignac de revenir sur l'estrade. Je vais poser la question à savoir si Madame Pernaut voudrait réagir aussi par rapport un petit peu à tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été échangé et partagé. Et puis du coup, on a quelques minutes pour poser quelques questions. Si dans la salle, vous avez des questions, vous voulez intervenir ou apporter un certain nombre de compléments. Donc voilà, ils sont à disposition aussi pour partager, échanger leur expérience et puis répondre à un certain nombre de questions, à la fois côté région, mais également côté industriel, si vous souhaitez les solliciter. Par contre, je vous invite à bien parler dans le micro, sinon ça ne sera pas enregistré. Oui, donc de nouveau, donc Éric Bulcarin, Banque des Territoires. On parlait de collaboration, là, parce qu'on a beaucoup parlé de collaboration future. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui les collaborations sont effectives. On a l'impression que c'est un secteur où effectivement il n'y a pas forcément ce mode de travail actuellement. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que s'il y a de l'argent à prendre, parce qu'on parlait de financement d'entreprises qui ont parfois des difficultés à se financer, il y a une autre manière de se financer, c'est financer des projets. Et on voit que pour financer des projets vis-à-vis de l'Europe, de l'État avec France 2030 et même parfois aussi de nous-mêmes, de la Banque des Territoires de BPI, ce sont les appels à projets. Et les appels à projets, maintenant, s'adressent à des consortiums. Et les consortiums, c'est des entreprises qui se regroupent, des startups, des industriels. Et voilà, je voulais savoir, ma première question, c'était savoir, est-ce que vous avez intégré effectivement ce mode de fonctionnement? Puis ma deuxième question, elle rejoint de la dernière table ronde, c'est on voit bien que parfois il y a des matériaux qui n'arrivent pas à se recycler. Est-ce que par exemple l'industrie du recyclage travaille avec l'industrie de la production automobile et de la sous-traitance, hein, puisque les deux sont liés? Simplement sur la collaboration, effectivement, on n'a pas beaucoup collaboré dans le passé et ce n'est pas notre habitude. Alors, nous, chez Bontaz, on a créé avec une quinzaine d'industriels au Savoyard les forces industrielles des pays de Savoie. On a appelé ça basiquement avec NTN, avec Pfeiffer, avec tout un tas d'industriels au Savoyard et Savoyard. Et l'idée, c'est de mettre en commun des bonnes pratiques et ça marche plutôt bien. Je pense que la clé, elle est là. Hein. C'est souvent d'échanger. On a fait quelque chose de très, très simple. On échange régulièrement. C'est des groupes WhatsApp. On se réunit et voilà, on partage. On est un peu tous dans l'auto ou dépendants de l'auto et on partage notre vision, nos bonnes pratiques et parfois des risques aussi. On investit sur certains sujets pour tout le monde. Et voilà, je pense que là, il y a quelque chose à faire sur le financement. Sur le financement, je pense que bon, c'est pas qu'un problème d'argent, de trouver de l'argent à tout prix hein, dans les industriels, alors que nous sommes installés depuis un certain temps dans le monde du thermique. Pour les startups, c'est peut-être différent, mais c'est pas tellement de trouver de l'argent, c'est simplement de se mettre quand on se met dans une démarche type BPI, on a le cas dans le vélo, tout le monde est d'accord depuis un an, et puis en fait, voilà, tout le monde est juste d'accord depuis un an, et c'est tout ce qui se passe. Donc après, il faut se dire, bon, finalement, c'est pas la peine de compter dessus, puis on fait autrement, mais si on se dit qu'on compte dessus, il faut vraiment qu'on compte dessus. Que ça reste pas à l'état de discours, et puis que après, ça se perde dans des méandres, comme l'a dit l'autre fois Bruno Le Maire, on est les spécialistes chez nous, on lance des aides, et puis en fait, c'est tellement compliqué de les obtenir qu'on sait qu'on les obtiendra pas. Et donc, Dixit, celui qui dirige Bercy. Donc, je suppose qu'on ne va pas être les seuls dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est simplement que ce soit rapide, efficace, on se transforme, il faut qu'on aille vite, il faut que tout l'écosystème aille vite, sinon ça ne va pas faire. On parlait, on parlait des projets collaboratifs et des appels à projets. C'est souvent des outils lourds, c'est-à-dire monter un consortium, c'est 1 an, peut-être parfois 2 ans, et c'est pas la bonne vitesse. Pas la bonne vitesse pour l'enjeu et c'est pas la bonne vitesse pour les petites structures comme des startups. Donc c'est pas les bons outils. Et puis en plus, souvent, ce qu'on fait, comme je le disais tout à l'heure, on joue sur 3 leviers pour nous financer, hein, et donc on se retrouve de 3 leviers, dont de la dette. Donc ça veut dire que périodiquement, on se retrouve dans une situation où on a un manque de fonds propres et à ce moment-là, on n'est plus éligible. Donc sans caricaturer, on travaille pendant 1 an à monter un projet. Il est bon et puis là, on est dans la période où justement on n'est pas bon en fonds propres, on ne correspond pas aux critères et donc le financement, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est un vrai sujet.
Alors pour répondre, je vais essayer de répondre à votre question sur la collaboration entre les recycleurs et les constructeurs automobiles. C'était bien ça? Oui. Eh ben, le meilleur exemple que je puisse vous donner à ma connaissance, c'est la structure capitalistique de notre entreprise. Indra Automobile Recycling est une jeune venture entre les groupes Renault, donc le constructeur automobile, et le groupe Suez. Donc autant vous dire que oui, ils ont un intérêt commun à travailler ensemble. Mais est-ce que c'est assez? La réponse, et là je vous donne mon point de vue personnel et puis quand même notre expertise filière, la réponse est non. Ce n'est pas suffisant. Et notamment par rapport à l'exemple que je vous ai donné précédemment, où on ne tient pas encore assez compte des nouveaux matériaux composites qu'on met dans les véhicules et de ce que ça va générer en termes de recyclage derrière. Un autre point que je voulais aborder, c'est finalement, il y a le modèle des sociétés aussi qui joue beaucoup. On a la chance, Viveris, c'est une société familiale, c'est une ETI familiale. On en est à la 2e génération qui est aux commandes de la société. Et puis, quand il y a des crises, on traverse les crises parce que j'ai entendu parler des convictions du patron qui porte toute la société, qui donne une ligne directrice. Et même s'il n'y a pas les fonds, on garde la même ligne directrice. Ça a un impact positif sur les compétences. Quand je parlais de maintenir, de garder les compétences, j'ai un exemple qui est tout simple. C'est en 2007, il y a eu une initiative qui s'appelait GST, Global Standard for Telematics, et on a porté en France avec Renault et avec TDF et France Télécom une initiative qui était européenne. On a représenté la France et on a réussi à mettre en place le premier véhicule qui intégrait une solution embarquée pour faire la communication véhicule to véhicule et véhicule avec son infrastructure. Aujourd'hui, vous avez des projets qui s'appellent IPS, qui visent à continuer à poursuivre ce ne sont plus des expérimentations, mais c'est vraiment une mise en place opérationnelle d'éléments qui vont permettre ces communications et pour atteindre les objectifs de la conduite autonome. Donc, vous voyez, on a démarré il y a plus de 15 ans. On est encore sur ces sujets. Et on est encore, alors France Télécom s'appelle Orange, Renault a pris d'autres organisations. On travaille aujourd'hui dans d'autres consortiums avec le ministère de l'équipement et direction des routes et avec d'autres parties prenantes. Le fait qu'on soit une entreprise familiale permet aujourd'hui d'être un élément moteur aussi dans la constitution de ces consortiums, de ces écosystèmes, parce qu'il y a besoin aussi d'une certaine stabilité quelque part dans le temps. Je rebondis sur le fait que quand on a une innovation, faut pas attendre après les financements, mais il faut y aller. Et puis bien souvent, c'est lancé, on n'a pas les financements derrière, et c'est tout à fait vrai. Et je pense que les moyens financiers, on est capable de les trouver. Ce qui est important aussi, c'est finalement la stabilité de l'entreprise dans cette décision et dans les compétences qui vont porter tous les éléments pour aboutir à un résultat final. J'ai le micro, donc je vais y aller. Je suis Grégory Gauthier, responsable innovation de la société STS. On fabrique tous les jours des pièces en composite non recyclables pour Renault Truck, Volvo et Daimler. Il y a 2 jours, notre équipe innovation, on a loué une camionnette à Tain-l'Hermitage, à Intermarché, et on a été chez Indra à Troyes pour récupérer des pièces composites et plastiques dans une benne. On a rempli notre camionnette. On est revenu chez nous à Tournon, là, et puis on est en train, avec nos moyens, d'essayer de faire en sorte que ça soit recyclable et de trouver des moyens en innovation pour les rendre recyclables. Donc c'est un gros challenge, on a bien conscience de tout ça. Enfin, ce que vous disiez, on le vit tous les jours maintenant. C'est 99% de notre travail aujourd'hui en innovation que de rendre nos matériaux composites recyclables, et les autres, je vous rejoins. Même les matériaux les plus nobles, quand on parle de polypropylène, sans rentrer dans les détails, on s'aperçoit qu'on ne sait pas le faire. Donc, il y a un mot-clé que j'ai retenu au cours de tout ça, c'est la collaboration. Aujourd'hui, en fait, je me sens un peu seul. Enfin, quand je dis je parle au nom de l'entreprise. Je vous raconte l'histoire de louer une camionnette à Intermarché. Très vite, on va avoir besoin d'autres moyens, on va avoir besoin de partenaires, on va avoir besoin de financement, et c'est pas tout seul de notre côté que l'on va réussir à rendre ce matériau recyclable s'il peut l'être. Et en fait, je m'aperçois que c'est très compliqué à mobiliser, à fédérer, même derrière une tâche, j'espère, noble.
Et pour ça, j'en parlais avec ce vice-président de Cara. On a besoin effectivement de se mettre autour d'une table, autour de sujets communs et d'y aller ensemble. On a Iveco dans la région qui est pas loin, à qui on fournit ces mêmes pièces. On a Messelec aussi qui est pas loin. Et on a tous cette même problématique. On est tous menacés parce qu'aujourd'hui, notre activité perd des parts de marché parce que les constructeurs Renault, Daimler ne veulent plus de notre matière, tout simplement. Ou en tout cas se posent des questions, cherchent des alternatives sur lesquelles on travaille aussi. Mais donc on est menacé et on se retrouve bien seul, quoi. Et surtout chacun de notre côté, tous ces industriels, avec la même problématique. Et on essaie chacun de gérer notre problème. Et en plus, ces dernières années, il fait qu'on s'est tous un peu refermés individuellement et sur nous-mêmes et les entreprises aussi. Donc il faut, je pense que effectivement, les régions, tous les acteurs, les institutionnels nous forcent un peu à sortir et puis à se mettre autour d'une table, ça c'est certain. Je n'attends pas forcément de réponse, mais en tout cas, je souhaitais partager l'expérience et rejoindre typiquement ce que vous disiez, quoi. Merci pour votre témoignage. Alors, je fais juste un petit élément de réponse. J'en profite, je prends ma casquette Cara. C'est bien aussi le rôle de la région, de la Banque des territoires, etc., mais aussi des pôles de compétitivité et des acteurs des territoires, des branches professionnelles. On a Paul Olivier avec nous qui travaille aussi sur les problématiques de recyclage des composites. Donc, en fait, c'est aussi important pour les acteurs industriels. Il y a énormément de centres de recherche aussi dans nos réseaux qui travaillent, qui réfléchissent, qui font de la recherche avancée sur tous ces sujets-là. Et entre guillemets, nous, les pôles ou les clusters, on est facilitateurs de mise en relation. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à nous utiliser, et je sais le mot est très approprié, à nous utiliser pour justement travailler et vous aider à vous rencontrer sur des thématiques qui sont celles de vos préoccupations, en fait. Hein. On est là pour ça, en fait. Bonjour, Delphine Revet, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. On est ex-fonds gestif, donc on finance les reconversions des salariés du privé si ça peut intéresser le secteur. Moi, j'avais une question sur, donc 2035, c'est la fin de la vente des moteurs thermiques en Europe. Ça veut dire qu'en 2036, potentiellement, il y aura encore des voitures thermiques, puisqu'il y aura le marché de l'occasion et le monde. Le monde n'a pas encore signé pour la fin des moteurs thermiques en 2035. Donc ça veut dire qu'on va avoir une période de transition où on va encore avoir des moteurs thermiques en circulation et à la fois l'arrivée de l'électrique. Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est dans votre diversification? Est-ce qu'on arrête tout le thermique? Est-ce qu'on mute? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on va sur l'international? Voilà, c'était une question beaucoup plus globale sur la stratégie que vous abordez sur les 10 ou 15 ans entre 2035 et 2050. Il y a beaucoup d'incertitudes encore. Récemment, il a été à nouveau question de la clause de revoyure pour savoir si cette transition vers le moteur électrique était réaliste. En 2026, il est question que les politiques européennes examinent si tout est rendu possible dans cette transition. Il y a donc déjà cette question-là qui, à vrai dire, perturbe un petit peu le monde automobile parce que des investissements considérables ont été faits vers le véhicule électrique et cependant, certains pensent qu'il faudra continuer à faire des moteurs thermiques. Donc, on est déjà dans une incertitude à ce niveau-là. Et puis, effectivement, il y aura de toute façon l'entretien des véhicules thermiques, si les choses vont comme c'est prévu, qui nécessitera que le marché de la rechange continue et que, effectivement, un certain nombre d'entreprises devront continuer à fabriquer des pièces pour les moteurs thermiques, ne serait-ce que pour alimenter la rechange. Complément, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun constructeur automobile dans le monde qui travaille sur des projets de moteurs thermiques. Ça va effectivement continuer dans certaines zones du monde. Notre vision, c'est qu'il y a à peu près 50%, enfin, c'est pas que notre vision d'ailleurs, 50% du marché automobile restera thermique après 2035, puisque il y a les grandes zones type Amérique du Sud, une partie de l'Asie qui va rester thermique, l'Afrique. Les Chinois vont plus vite que nous. L'Europe, ça se passera probablement avant à l'arrêt du thermique, puisque plus personne ne développe et je pense qu'il y aura des restrictions sur la circulation. Et pour autant, ça va continuer ce monde-là. Donc, il faut garder des moyens de production et peut-être pas des moyens de développement.
Nous, ce qui nous concerne, on a créé une business unit dédiée au thermique, et c'est notre usine de Shanghai qui mène la danse, on va dire, puisque il y a un transfert très fort de décisions sur le thermique vers l'Asie, vers la Chine, comme on l'a vu avec Renault, hein, qui a vendu à Geely, et ils sont tous à peu près dans la même tendance. Donc le thermique, ça va se décider, l'avenir du thermique va se décider principalement en Chine. Après, la production sur les véhicules existants, elle va être ça va probablement évoluer par rapport à aujourd'hui, mais ça va continuer, peut-être à peu près dans les mêmes zones, et pas forcément en Chine d'ailleurs, parce qu'ils vont plus vite que nous, mais c'est au moins eux qui auront le plus de pouvoir de décision qu'aujourd'hui, en tout cas. Je peux peut-être rajouter un mot sur la fin de vie. Du coup, nous, on intervient 20 ans après la mise en circulation d'un véhicule, grosso modo. Donc, les moteurs, les véhicules thermiques n'ont pas dit leur dernier mot. Effectivement, il y en aura encore en circulation. Donc, nous, dans nos process industriels de dépollution et recyclage qui ont été développés par l'engineering, effectivement, il y a la partie thermique qui perdure, mais il y a aussi la partie électrique sur laquelle on a travaillé pour mettre en place des process industriels et notamment gérer toute la partie risques liés à l'électromobilité, qui sont des nouveaux risques. Donc, il faut juste en tenir compte dans ces processus industriels. Voilà. Et d'un point de vue plus perso, mais ça c'est vraiment perso, je pense que le tout électrique, il n'y a pas de raison que ça arrive, qu'on sera plutôt dans une sorte de mixologie entre du thermique, de l'électrique, de l'hydrogène et encore sûrement d'autres choses qui vont être inventées. Voilà. Mais généralement, on a plutôt tendance à compiler les évolutions techno. C'est comme la notion d'énergie. À une époque, on a dit que le charbon, ça serait terminé quand on est passé à l'ère du pétrole. Eh bien, le charbon perdure, le pétrole perdure. Là, on est en train de passer sur l'ère de l'électrique, du tout électrique, mais pour autant, les autres sources perdurent. Donc voilà, mais c'est qu'un point de vue perso. Oui, je voulais ajouter un tout petit mot sur cette question. Alors, nous, on avait publié il y a 2 ans une étude qui s'appelait Fuel of the Future et qui prévoyait le mix énergétique. Autant dire qu'on l'a mise à la poubelle. Les choses ont tellement changé depuis 2 ans qu'on n'ose même plus raconter ce qu'on disait il y a 2 ans. Mais sur la persistance du thermique, on l'a évoqué pendant l'étude. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui dire à la filière que la persistance résiduelle du thermique au-delà de 2035 est une opportunité. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, c'est incertain. Aujourd'hui, on le suppose. On suppose que dans certaines zones d'Asie, d'Amérique du Sud, il restera de la production de thermique. Premier élément, c'est incertain. Deuxièmement, est-ce qu'on pense vraiment que s'il reste une part de production thermique dans certaines zones du monde, ces zones du monde vont accepter que la bonne part du gâteau soit prise par des entreprises depuis Auvergne-Rhône-Alpes? C'est vraiment très, très incertain. Donc, on peut miser sur cette production résiduelle de thermique pour adoucir la pente, mais ça ne peut pas être un objectif. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement ces sujets sur la clause de revoyure, avec des réactions d'ailleurs des constructeurs qui est très, très virulente. Parce que les constructeurs, pour la première fois dans l'histoire de cette industrie, se sont fait imposer une technologie. Avant, on leur mettait une exigence, une norme, et ils s'adaptaient. Là, on a mis une norme qui fait en sorte qu'en fait, le choix, c'est qu'il n'y a pas de choix. Devait aller vers le tout électrique. Sauf qu'ils se sont mis en ordre de bataille. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, dès 2030, on ne produira plus de thermique en Europe. Et la clause de revoyure, certains ont dit, ça sera peut-être une bouffée d'oxygène, d'autres ont dit au contraire, c'est une catastrophe. Parce que ça fait 2 ans que vous nous dites qu'il y aura une barrière en 2035, on a tout lancé pour s'adapter, et vous êtes en train de nous dire que peut-être ça va bouger. Donc il ne faut pas miser là-dessus. L'autre vrai sujet, c'est évidemment l'effet parc. Hein. Il y a à peu près 20, 22, 23 fois plus de voitures qui roulent que de voitures qu'on vend chaque année en France, par exemple. Donc effectivement, il reste entre 35 et 40 millions de voitures qui vont rouler, alors qu'on en vend maintenant plus près d'1,5 million que de 2 millions. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que le réemploi, etc., sont des initiatives. Mais en revanche, la persistance résiduelle du thermique, ça ne peut pas être un choix stratégique aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Saillard, je travaille pour Polivia. Je suis en charge du sujet emploi, compétences et formation. Polivia, c'est l'organisation patronale qui représente les industriels de la plasturgie des composites. Donc, je voulais très rapidement réagir au sujet composite qui a été abordé pour, en effet,
vous proposer qu'on puisse travailler sur ce sujet. On a par exemple un centre technique industriel. Alors, vous connaissez peut-être également le CETIM côté métallurgie. La plasturgie et les composites a son propre CTI et qui travaille sur ces sujets de recyclage des composites. Donc, comme nous avons depuis de nombreuses années l'habitude de travailler avec Cara, voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir auprès de nous. On parlait tout à l'heure de la force du collectif. C'est quelque chose en tout cas sur lequel on est prêt vraiment à échanger avec vous. Et puis je profite pour vous remercier pour cette restitution qui est très intéressante. Merci. Donc on a encore 2 questions et non, alors du coup une. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Postma. Moi, je suis cofondatrice de l'IMOVE. Donc, l'IMOVE accompagne les organismes les sous-traitants de la filière automobile en ce qui concerne toute la partie réglementaire. Donc, de nouveaux règlements qui sont en place. Donc, on travaille dans la partie plutôt intégratrice de cette nouvelle réglementation, dans les nouvelles technologies. Donc, pour cela, on sait bien que tout ce qu'on est en train de discuter, ça implique de la technologie et ça implique de la donnée. Et donc, ces données, il a plusieurs réglementations dont les fins, c'est vraiment assurer les risques aussi, et notamment quand il s'agit du secteur automobile. Donc, on parle, par exemple, de la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle qui rentre bientôt en vigueur, les RGPD, même s'il est un peu ancien déjà, ça reste quand même un sujet très, très important. En plus, parce que toutes ces réglementations généralistes, elles sont reprises par l'industrie. C'est le cas, par exemple, de R155, cybersécurité de véhicules automobiles, qui implique aussi à toute une remise en question par rapport au niveau de maturité par rapport à la chaîne de sous-traitance. Donc, je voudrais savoir s'il y a des retours de terrain de l'étude par rapport à ces difficultés. Parce que quand on voit sur les terrains les niveaux de maturité, parce que quand on parle dans la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs classiques de l'industrie, on sait bien qu'ils étaient habitués déjà à toutes ces questions de qualité, de requis, des exigences des constructeurs. Mais les nouveaux fournisseurs, notamment des petites, moyennes startups, dont j'accompagne certaines, elles ne sont pas forcément préparées pour ces panoramas-là. Donc, je voudrais savoir si vous avez des retours par rapport à ces thèmes dans l'étude. Alors, c'est peut-être un endroit où je peux répondre, justement. C'est peut-être là où les ESN font le lien sur ces sujets entre les startups et les sociétés industrielles, puisque là, on est dans le numérique, et dans le numérique, il y a la donnée, il y a la réglementation globale sur la protection de données, il y a la sécurité de la donnée. Donc, tous ces éléments-là sont bien les éléments sur lesquels les ESN vont apporter cette maturité pour savoir comment on transforme finalement une idée, quelque chose qui est plus dans le R, comme on en parlait tout à l'heure, jusqu'à une adaptation sur un développement industriel, un traitement finalement informatique de ces éléments. Donc, c'est là où on parlait, est-ce que vous arrivez à travailler ensemble et à parler ensemble? Oui, il y a un écosystème, mais il y a un écosystème, il est vrai, jusqu'à présent, quand on parlait informatique, l'informatique, c'était quelque chose qui était d'un côté, l'industrie de l'autre, parce que, on le voit encore d'ailleurs dans les industries, les DSI sont souvent séparés des processus industriels. De plus en plus, la DSI est partie intégrante des processus industriels. On a la chance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une association qui s'appelle l'ADIRA, qui est l'association pour le digital en Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, je fais une aparté, il y a la convention de l'ADIRA qui aura lieu le 14 décembre. C'est ouvert et c'est libre, et vous pouvez vous inviter. Tous ces sujets-là sont bien sûr débattus dans des groupes de travail. Et après, on a la chance, c'est d'arriver à faire le lien entre ce qui est débattu à l'ADIRA avec ce qui est débattu au CARA, et pour réunir des problématiques industrielles par rapport à des problématiques de traitement de la donnée d'un point de vue informatique. Oui, mais je rajoute que c'est comme ça qu'on a adressé le problème. On s'est vraiment, nous, concentrés sur la partie R et marketing de notre innovation. Et puis, dès qu'on commence à rentrer un peu dans le D, on a des partenariats donc avec des sociétés d'ingénierie ou des industriels qui, eux, sont structurés et peuvent adresser ces problèmes-là. Oui, bonjour à tous, Jean-Louis Lacosta du pôle
du pôle CIM. Je voulais juste intervenir pour dire qu'on est déjà en relation assez récurrente avec Cara, même si on n'est pas encore assez, je pense. Et tous les mots-clés que j'ai entendus ce matin, en fait, ce sont des mots que nous, on traite tous les jours, le sujet de la performance environnementale, le sujet des process, de la compétitivité des process, le sujet de l'éco-conception, tous ces sujets-là, en fait, sont notre quotidien. Donc, c'est simplement dire que l'écosystème de CIM, je pense, peut être aussi un apport important à Cara. Et je pense qu'il faut qu'on intensifie aussi nos relations pour être en relation avec faire la liaison entre la filière auto et tous ceux qui offrent des solutions pour l'industrie. Je pense qu'on a un vrai rôle et il faut vraiment qu'on le travaille, quoi. Donc, on a un rendez-vous, je crois, Monsieur Prieur, dans pas longtemps, justement, pour essayer de dynamiser ça et puis d'être encore plus présent avec vous. Et donc, le mot collaboration, pour nous, finalement, c'est le cœur du métier. Merci à tous. On a encore le temps peut-être pour une question. Je ne sais pas si... Non, du coup, je vais faire le difficile exercice. Merci, messieurs, pour votre participation active et votre expertise. Je vais faire le difficile exercice de conclure cette séance. Déjà, je voulais du coup remercier encore une fois la région, la Banque des Territoires et puis surtout KPMG et notamment Nicolas Novicki qui a mené rondement avec ses collaborateurs cette analyse et qui vous a été présentée ce matin. Donc, j'espère que ça vous a apporté un certain nombre de pistes de réflexion, en tout cas, que ça vous a permis de trouver des idées aussi de collaboration. Le chantier est vaste parce qu'il est à la fois sur le numérique, il est à la fois sur les compétences, il est à la fois sur l'outil industriel, il est sur la stratégie d'entreprise, on l'a vu, hein, et surtout, effectivement, ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, la collaboration est un enjeu clé pour atteindre ces objectifs, relever ce challenge, vu la vitesse à laquelle il va. Mais encore une fois, la région a des gros atouts. Maintenant, c'est à nous tous de nous regrouper et de faire en sorte qu'ensemble, on arrive à relever ces défis et puis à transformer tout ça pour que les industriels de la région continuent à être un fer de lance économique et une vitrine du savoir-faire industriel au niveau régional, mais aussi au niveau national et bien au-delà.